Alors, on va voir ici comment on peut capturer des exceptions. Donc, essentiellement, les blocs ou le bloc try-catch. Donc, dans, disons, l'ensemble des choses qu'on peut faire dans un programme, donc un programme se compose d'expressions, d'instructions et de déclarations. Donc, dans les instructions, on a des instructions, on a des commandes, on a des instructions de contrôle. Dans les instructions de contrôle, on a des conditionnels, on a des boucles, on a des exceptions et on a d'autres sortes de trucs. Donc, les exceptions, la gestion des exceptions. Donc, il faut savoir que les exceptions en C# et dans la plupart des autres langages de programmation sont organisées de manière hiérarchique. Donc, on a une hiérarchie d'exceptions et à la tête de cette hiérarchie-là, on a la classe exception, suivi de système exception, application exception. Ensuite de ça, on a différentes autres exceptions. Donc, on a vu entre autres argument exception, qu'on a déjà vu. On a vu argument null exception, on a vu argument out of range exception. On a peut-être déjà vu arithmetic exception, divide by zero exception, overflow exception, donc out of memory exception, null reference exception, index out of range exception. Donc, toutes des exceptions qu'on a déjà peut-être vues ici et là. Donc, voilà. Donc, c'est pas l'ensemble des exceptions possibles et imaginables du C#. Donc, si vous voulez voir la hiérarchie complète, qui est probablement, encore une fois, incomplète parce que c'est un certain moment donné qu'elle a été faite, mais vous pourrez aller cliquer là-dessus, puis bon, des types d'exceptions, il y en a des centaines, si c'est pas des milliers. Donc, à un moment donné, il faut se faire une tête à quelque part, donc ça permet d'avoir une vue, disons, ça permet d'avoir une vue des principales exceptions, mais limitée quand même. Donc, comment on fait pour capturer une exception? Ben, il faut utiliser un bloc ou des blocs ou un double bloc try-catch. Donc, ici, on a try. Après ça, on ouvre les accolades, ferme les accolades. On a un catch avec le type d'exception qu'on veut attraper, l'objet exception qui va servir à attraper l'exception. Et on a aussi ouvrir accolade, fermer accolade. Et après ça, on peut avoir des instructions qui suivent. On pourra aussi avoir des instructions qui précèdent. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici dans le bloc try? On a les instructions qu'on veut surveiller. Try, ça veut dire essayer. Donc, on essaye d'exécuter ces instructions-là. Et si jamais il y a une exception qui se produit dans le bloc try, ben, le bloc catch va essayer d'intercepter les exceptions qui vont, ou l'exception qui va se produire dans le bloc try. Le bloc catch va essayer d'intercepter l'exception qui se produit dans le bloc try. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait dans le bloc try? Ben, on initialise une variable i avec 1. Après ça, on prend cette variable-là et on divise par 0. Donc évidemment, ça va nous donner une division par 0 qui est une exception. Donc, et après ça, on va essayer d'exécuter la ligne 6, donc de faire un dump de la string qu'on a là. Et évidemment, cette ligne-là ne sera jamais exécutée parce qu'ici, on va avoir une exception qui va se produire. Donc, dans un programme, normalement, notre programme planterait à la ligne 5 et le programme s'arrêterait immédiatement à la ligne 5 avec un message d'erreur. Mais là, comme on a mis ça dans un bloc try-catch, ben là, c'est pas ça qui va se passer. Quand l'exception va se produire à la ligne 5, pouf, le bloc catch ici va essayer d'intercepter cette exception-là, qui est de type divide by zero exception. Donc, ça fonctionne parce que c'est le type de bon type d'exception. Donc, divide by zero exception. On va attraper l'exception en question, x. Et ici, on va faire un x.dump. Donc, on va dumper l'exception. Attempted to divide by zero. On va le dumper et après ça, le programme va pouvoir suivre son cours. Donc, la suite du programme va se produire. Donc, suite du programme.dump. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si jamais il n'y a aucune exception qui se produit dans le bloc try, ben, qu'est-ce qui se passe? Le bloc catch, évidemment, ne sera jamais exécuté. Donc, ici, on a try, il n'y a aucune exception qui se produit. Le bloc catch n'est pas mis à contribution et on a la suite du programme qui s'exécute. Aucune exception, suite du programme. Donc, aussi, ce qui est important, c'est que ça soit le bon type d'exception qu'on essaie d'intercepter. Donc ici, si on fait une division par 0,
puis qu'on fait un catch de argument exception, ben argument exception, ça n'a rien à voir avec une division par 0. Donc ici, on essaye d'intercepter un argument exception. Ben là, non, on n'interceptera pas l'argument exception. Donc le programme va planter à la ligne 5. On ne réussira jamais à intercepter le divide by zero exception. Donc le programme va tout simplement, le catch fonctionnera pas. Fait que le programme va effectivement planter à la ligne 5. La ligne 12 ne sera jamais exécutée. Le catch ne marchera pas. Et le programme va planter à la ligne 5. Point final. Par contre, une chose que vous pouvez faire, c'est que un divide by zero exception, c'est un sous-type, dans la hiérarchie, c'est un sous-type de arithmetic exception. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire catch arithmetic exception, et ça va fonctionner parce qu'arithmetic exception, ça englobe les divide by zero exception et les overflow exception. Donc, si vous faites un catch arithmetic exception, vous allez intercepter tous les types d'exceptions qui sont de type arithmetic exception ou divide by zero exception ou overflow exception. Okay? Donc, ça englobe tous ces types-là d'une claque. Donc, ici, le block catch va fonctionner et vous allez, à ce moment-là, ici, intercepter la divide by zero exception avec un arithmetic exception. Et vous voyez ici, attempted to divide by zero exception, suite du programme. En fait, vous pouvez même être encore plus, disons, large dans votre capture d'exception. Vous pouvez y aller avec l'exception de type général qui englobe tous les types d'exceptions possibles. Vous pouvez dire catch exception X. À ce moment-là, vous englobez tous les types d'exceptions possibles et c'est sûr que vous allez capturer toutes les exceptions possibles et imaginables en faisant ça. Donc, ici, par exemple, on fait un in.parse10. Donc, vous essayez de parser la chaîne de caractères 10 comme étant un entier. Évidemment, ça ne marchera pas. Vous allez avoir un format exception et vous allez ici capturer ce format exception-là avec votre exception ici et vous allez faire un dump, x.dump, et on va avoir après ça la suite du programme. Évidemment, la ligne 5 ne sera jamais exécutée. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que faire un catch exception, c'est pas nécessairement une façon, c'est pas recommandé de faire ça. Donc, dans certaines circonstances, c'est recommandé. On va voir un peu plus loin où ça peut être recommandé de faire ça, mais c'est pas recommandé de faire ça ici, dans cette circonstance-là, parce que vous savez ici que quand vous faites un parse 10, vous savez que c'est un format exception qui va être probablement, le problème que vous allez avoir, ça va être un format exception. Donc ici, vous devriez faire catch format exception et non pas catch exception. Donc, vous ne faites pas un catch général quand vous savez que c'est un format exception que vous allez avoir. Okay? Donc, c'est pas recommandé. Vous devriez toujours cibler l'exception la plus spécifique possible que vous savez que vous allez obtenir. Une chose que vous pourriez faire, qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi faire un catch. Ici, on voit qu'on cible le format exception, mais vous n'êtes pas obligé de capturer le format exception dans une variable. Vous pouvez juste dire catch format exception et ne pas spécifier la variable dans laquelle vous voulez capturer l'exception. Si vous faites ça, ben OK, vous capturez, mais vous ne spécifiez pas dans quelle variable. Donc, ça va être capturé dans une variable anonyme que vous spécifiez pas, puis vous faites juste afficher un message. Donc, impossible de parser la string. Donc, en fait, vous vous foutez de l'exception comme telle, de l'objet exception, vous vous en foutez. Vous faites juste dire, quand je capture l'exception, j'affiche un message, par exemple. Impossible de parser la string. Et après ça, vous faites suite du programme. Et vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez faire un try catch sans spécifier le type d'exception que vous voulez intercepter. Quand vous faites ça, en fait, vous allez capturer tous les types d'exceptions possibles et imaginables. Donc, faire un catch comme ça, c'est l'équivalent de faire un catch avec exception entre parenthèses. Et, encore une fois, ce n'est pas vraiment recommandé de faire ça. Donc, si vous faites ça, en fait, c'est généralement que vous voulez carrément terminer votre programme. Donc, vous êtes aussi bien de faire quelque chose comme, par exemple, environment.exit pour tout simplement stopper votre programme. Donc, dans un cas comme ça, ici, on le voit, on pourrait faire, par exemple, pour y afficher un message comme « Désolé, un programme est survenu ». Et après ça, vous faites « environment.exit », ça veut dire, bon, là, vous terminez votre programme immédiatement. Et vous voyez que la suite du programme ne s'affiche pas.
Une autre chose que vous pouvez faire, c'est relancer une exception. Donc, par exemple, ça peut être utile, par exemple, vous voulez signaler un problème, mais vous voulez pas nécessairement régler entièrement le problème au niveau où vous êtes. Donc, on voit ici, par exemple, qu'on a un problème qui se produit, donc on fait un catch format exception. Vous lui dites, bah, désolé, impossible de parser la string, donc vous signalez un problème, mais vous voulez pas régler le problème immédiatement, donc vous relancez le problème. Donc, c'est comme, par exemple, dire à quelqu'un qui vient vous voir, ben, désolé, je peux pas vous signaler que vous avez un problème, puis après ça, vous lancez le message à votre supérieur, hey boss, il y a un problème. OK? Donc, throw, vous relancez l'exception en espérant que quelqu'un à un plus haut niveau va capturer l'exception et va faire quelque chose avec. Si jamais personne n'est capable de faire quelque chose avec, ben, le programme va planter. Donc, throw, ça veut dire relancer l'exception. Il faut savoir que les exceptions vont non seulement être capturées directement dans un block try, mais vont être aussi capturées indirectement. Par exemple, ici, dans un block try, on a une fonction qui est exécutée et la fonction, ici, vous voyez ici la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un throw. Donc, le throw qui est exécuté, l'exception qui se produit dans la fonction, indirectement, va être quand même interceptée par le block try que vous avez ici. Donc, en fait, le block try va intercepter toutes les exceptions qui se produisent à l'intérieur de ce block try-là, peu importe le niveau auquel elles se produisent. Si vous avez une fonction qui appelle une fonction, qui appelle une fonction, qui appelle une fonction, qui appelle une fonction, qui appelle une fonction à 10 niveaux de profondeur et que c'est là que se produit une exception, vous allez quand même capturer cette exception-là dans votre block try. Donc, suivant votre block try, vous pouvez aussi avoir plusieurs block catch. Vous n'êtes pas limité à un seul block catch. Donc, typiquement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir un block catch pour chaque type d'exception que vous voulez traiter. Par exemple, ici, on pourrait avoir dans le block try, ici, par exemple, on fait un in.parse console.readline. Donc, ça se peut qu'on ait un problème ici de parsing quand on fait notre readline. Et après ça, ça se peut qu'on ait ici un problème d'indexation quand on va indexer notre index ici dans notre string. Donc, on a deux exceptions possibles. On peut avoir un format exception à cause de notre parsing ici, et on peut avoir un index out of range à cause de notre indexation. Donc, on peut, à ce moment-là, appliquer deux traitements différents pour ces deux types d'exceptions-là. Donc, ici, on dit nombre entier attendu, s'il vous plaît. Et ici, on dit nombre entre 1 et 26 attendu, s'il vous plaît. Donc, on a deux messages d'erreur différents qui vont s'afficher selon le type d'exception qu'on reçoit. Il faut savoir que les exceptions, c'est des objets. Donc, on peut aussi, ces objets-là ont des propriétés. Donc, par exemple, ici, on a une fonction qui effectue une division par 0. Donc, on appelle notre fonction dans un block try, diviser 5, donc 5 divisé par 0, ça fait un divide by 0 exception, et on fait un catch system exception. Il faut savoir que divide by 0 exception, si jamais on va voir la hiérarchie des exceptions. Donc, divide by 0 exception, c'est un arithmetic exception, qui est un system exception. Donc, on s'en va ici. On s'en va ici. Donc, system exception. Donc, on va capturer notre divide by zero exception. Et on fait un x.dom. Et ici, dans notre x.dom, ben, on a différentes propriétés. Donc, on a notre message comme tel, attempted to divide by zero. On a des données supplémentaires qui peuvent être ajoutées à ça. Des fois, on a des inner exceptions. Ça, c'est quand une exception est déclenchée, quand une exception est déclenchée à cause d'une autre exception. Donc, on peut avoir une exception déclenchée suite à une autre exception. Donc, ça, c'est pas le cas actuellement. On peut avoir un lien d'aide. On peut avoir, bon, là, la source, c'est qu'est-ce qui a déclenché l'exception. Hash result. On touche pas à ça. Et on a le stack trace. Donc, ça veut dire la pile des appels de fonctions. Donc, on voit que c'est dans le main, bon, peu importe. Donc, les deux trucs les plus importants en ce qui concerne les deux propriétés les plus importantes, je dirais que c'est vraiment le stack trace et le message. Bon, il y a le inner exception des fois aussi qui peut être intéressant.
Donc, voilà. Et finalement, on peut aussi ajouter une clause when à un catch qui vient préciser quand est-ce qu'on veut que l'exception soit, qui rajoute une condition pour que l'exception soit capturée. Donc, ici, par exemple, on a un catch exception when x.message égale boom. Donc, ici, on capture l'exception seulement quand son message c'est boom. Alors qu'ici, on capture l'exception at large. Donc, sans condition. Donc ici, quand l'exception, son message c'est boom, ben on affiche le message j'ai entendu un boom, et ici, on affiche l'exception pas de boom. On dit x.dom, pas de boom. Okay. Donc on fait un try, on fait un console.readline, puis après ça, on fait un throw new exception message. Donc, peu importe, là, on fait ça dans une book while true, donc forever, pour toujours. Donc, on a deux cas de figure, j'ai entendu un boom, puis pas de boom. Donc, peu importe, là. Mais c'est juste qu'on rentre quelque chose sur le clavier, puis on voit qu'est-ce qui se passe. Mais c'est juste pour dire qu'ici, on peut faire un catch, puis mettre une condition supplémentaire pour capturer l'exception. On peut aussi ajouter un bloc finally. Le bloc finally, c'est un bloc qui va toujours s'exécuter, peu importe qu'est-ce qui va se passer dans le code. Okay? Donc, par exemple, ici, on peut avoir un try, catch, finally. Donc, le bloc finally va toujours, le code dans le bloc finally va toujours s'exécuter. Ici, on donne un exemple avec une centrale nucléaire. Donc, par exemple, on aurait démarré la centrale nucléaire. Après ça, on aurait opéré la centrale nucléaire. Et après ça, on aurait un catch exception X. Donc, ça, c'est un cas où c'est intéressant de faire un exception X. Donc, c'est un cas général. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait journaliser l'erreur X. Donc, on va journaliser, c'est-à-dire qu'on va loguer l'exception dans un fichier. Donc, quand il y a une erreur qui se produit, ben, on la log dans un fichier. Donc là, il faut capturer toutes les erreurs possibles et imaginables. Et finally, qu'est-ce qu'on fait? Peu importe qu'une erreur, peu importe c'est quoi, on fait un shutdown, évidemment, de la centrale. Okay? Donc, s'il y a une exception qui se produit, on fait un shutdown. Donc, on ne veut pas passer par-dessus. S'il y a une exception qui se produit, on fera pas, le programme informatique ne plantera pas, puis on va s'arrêter là. T'sais. Non, non. On fait le shutdown. Okay? Donc, ça, finally, on veut que ça s'exécute. Okay? Donc, c'est à ça que ça sert, le bloc finally. On veut que cette instruction-là s'exécute, peu importe, exception ou pas exception, Finally, s'exécute. Donc, quand capturer une exception, donc en général, on capture les exceptions si on a quelque chose à faire par rapport à cette erreur-là ou à cette exception-là. Donc, par exemple, si on sait qu'il est possible qu'une communication entre un client et un serveur puisse échouer et qu'on veut réagir à cette possibilité-là, alors on va capturer l'exception correspondante. Cependant, la plupart du temps, les exceptions sont exceptionnelles, ça le dit dans le nom, ou alors elles témoignent d'une erreur dans la logique de notre programme et on a alors avantage à les laisser se propager et à planter notre programme. Donc, aussi étrange que cela puisse paraître, souvent on a avantage à laisser les exceptions planter notre programme. Donc, ou capturer une exception. Donc, typiquement, il y a deux cas de figure. Donc, on veut capturer l'exception aussi proche possible du lieu où se produit l'exception, par exemple dans la même méthode, parce qu'on sait quoi faire dans ce cas-là. Et l'autre possibilité, c'est dans le main ou proche du main pour gérer le programme à un haut niveau. Okay? Donc là, on l'a vu par exemple ici avec le cas de la centrale nucléaire. Donc on a le main, puis on a les trucs de démarrer la centrale, opérer la centrale, puis si on fait un catch, on journalise, puis après ça, on fait un shutdown. Dans tout, peu importe la circonstance. Donc ça, c'est un cas où dans le main, aussi ce qu'on pourrait faire, ça serait genre ici, catch, on affichera un message, désolé, une erreur s'est produite. Après ça, on log le message d'erreur et où on l'envoie sur un serveur ou peu importe. Et on envoie peut-être un message à un opérateur quelque part pour dire hey, tel système vient de planter. Et après ça, on ferait un shutdown ou peu importe. Okay? Donc, ça serait ça typiquement. Donc, une chose qu'il faut savoir à propos des exceptions, c'est que idéalement, c'est préférable d'éviter les exceptions lorsque c'est possible. Donc ici, on voit deux cas de figure. On voit un cas de figure où on veut parser un entier. Donc, convertir un string en entier.
Donc, on peut, par exemple, utiliser try-parse pour faire la conversion, ou on peut utiliser in.parse. Donc, si on utilise in.try-parse, ben, on peut dire, ben là, le nombre est ça, sinon le nombre est ça. Try-parse, c'est ce qui est recommandé. Si on utilise in.parse, ben, on peut mettre in.parse, mettre ça dans un bloc try, puis après ça, vérifier si on a format exception. Si on a format exception, ben là, on va dire, ben, le nombre est invalide. OK? Donc, on peut utiliser un bloc try-catch, puis faire un parse, puis après ça, catcher l'exception, puis dire, ben là, on a une exception, etc. Donc, c'est deux façons différentes de procéder pour parser notre nombre. Une où est-ce qu'on utilise un try-parse pour faire la vérification, puis l'autre où est-ce qu'on utilise un bloc try-catch. Et il y en a des fois qui ont tendance à dire, ben là, je vais faire un bloc try-catch parce que bah, ça ne me tente pas d'utiliser try-parse. J'aime pas ça. Ben, bon, aussi peut-être parce qu'ils ont fait du Python avant ou d'autres langages de programmation où est-ce qu'il n'y a pas de try-parse, puis ils sont habitués d'utiliser des exceptions. Eh bien, sachez que si jamais vous voulez vous faire des benchmarks, donc des mesures de vitesse d'exécution, vous allez voir qu'un bloc try-parse, si jamais ce que vous voulez parser est en erreur, un bloc try-parse est environ 1000 fois plus rapide qu'un bloc try-catch. Okay. En cas d'erreur, on ne parle pas d'un cas où il n'y a pas d'erreur, mais en cas d'erreur, un bloc try-parse est 1000 fois plus rapide qu'un bloc try-catch. Donc, je pense que vous avez votre réponse. Donc, petite remarque en terminant, donc capturer des exceptions, c'est comme aller à la pêche. Donc, il faut tenter de cibler uniquement le type de poisson qu'on désire. Donc, c'est inutile de capturer des carpes si on souhaite attraper des dorés ou des saumons ou des truites, en tout cas, votre poisson préféré. Donc, c'est pareil pour les exceptions. Donc, si on souhaite capturer des argument exception, alors on se limite au argument exception et rien d'autre. Donc, en résumé, on capture une exception avec un bloc try-catch. L'exception à capturer doit être du bon type ou alors d'un super type en type englobant. Pour capturer n'importe quelle exception, on utilise le supertype exception, qui est la racine de toutes les exceptions. Mais attention, comme un pêcheur, il faut être aussi spécifique que possible. Donc, ça, on peut utiliser ça à la racine dans le main quand on veut tout capturer, puis loguer, puis envoyer un message. Donc, la variable de capture est facultative et même que le type lui-même est facultatif. On peut relancer avec true, on peut enchaîner plusieurs catchs, on peut préciser la condition de capture avec un when en fonction des propriétés de votre objet exception. On peut exiger que du code soit toujours exécuté avec finally. On doit capturer pour une bonne raison, généralement près du site d'exception ou d'erreur ou alors près du main. Le mieux reste encore d'éviter les exceptions lorsque vous le pouvez.